Et bon bah on trouve 2 rois, c'est ce qu'on est venu chercher. Aujourd'hui les gars c'est Mike Horn, on se retrouve en pleine nature pour aller toucher un serpent. Salut les gars, c'est le début du vlog numéro 6. Dans cet épisode, on va aller au crocodile. Ensuite, il va y avoir une énorme session de poker. Et je vous partagerai les résultats de mes 200 dernières heures de poker à Miami. Sans vous spoil l'entièreté du voyage, parce que c'est pas l'objectif. Je garde ça pour le prochain épisode, qui sera le dernier à Miami. Et voilà les gars, avant de venir à Miami, on était à 28 000 € de montée sur le challenge. On va voir où on en est après Miami. Et ensuite, il nous restera quelques mois pour finir ce challenge en beauté si possible. Allez, je vous laisse avec l'épisode. Moi, c'est Alexandre, j'ai 28 ans et en septembre 2025, j'ai obtenu un master en psychologie et par la même occasion le titre de psychologue. J'avais donc un chemin tout tracé qui m'attendait, mais j'ai décidé de me laisser un an pour devenir joueur pro de poker avec le challenge de faire 62 400 € sur l'année. Depuis, j'ai commencé à documenter toute ma vie sur Instagram et j'ai déjà réussi à gagner 28 000 € dans mon Paris natal sur la période. Aujourd'hui, pour exploser mes résultats, j'ai réuni une équipe de choc pour se rejoindre à Miami. Nico, qui nous a rejoint depuis le Cambodge, là où il grindait. Théo, Maël, Valentin et William, quant à eux, ont quitté Macao, l'une des plus belles places au monde pour jouer au poker, afin de se joindre à l'aventure. Dans cette série de vlogs, je vais vous partager les 3 mois qu'on va passer à Miami. On va au crocodile, Maël. Brrr. Oh là là, le gamos de Théo. Hein. Théo, c'est une moulin. Ah ouais? Surtout pour moi. Tu mets ta petite Oh, c'était pour moi. parce que tu es blanc. Voilà. Vas-y, là, une couche de protection naturelle. C'est très raciste ça. Regardez, c'est des bagues très chasseurs de crocodiles ça. Ça fait un peu vraiment tu chasses des crocodiles. Bon les gars, je vous montre comment. Ah oui, le cheval bâton. Oh putain, va nous la faire. Attends. Ouais, C'est du croco-bâton. refais un coup parce que je suis pas sûr de l'avoir pris là. C'est un malade ce gars en fait. C'est un malade. J'espère que t'as bien cadré mon exploit sportif, Maël. Ouais, Non, c'est sûr qu'il a mal cadré l'exploit Non, sportif. Je me serais pas permis. C'est un dédicace aux critiqueurs de croco-bâton. Ah oui. Si, il y en a des critiqueurs de croco-bâton. Je me suis embrouillé avec un critiqueur de croco-bâton il y a pas longtemps. Non, je me suis vraiment embrouillé, demande à Théo. Ouais. Avec un critiqueur de croco-bâton. Mental qui a critiqué le cheval bâton et du coup Mathieu s'est embrouillé avec lui. Parce qu'il a critiqué les chevals bâtons. Ah oui. Et c'est pour ça, là, c'est marrant qu'on voit des croco-bâtons. C'est vraiment... la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Ça va, Maël? Il me fait peur quand il fait ça, Smithito. Attendez qu'on s'éloigne de Clara. Tu penses quoi de la petite meuf qui nous a vendu les tickets? Ah bâtard. En vrai mec, gros, je sais pas, c'est pour ça que j'ai mal cadré. C'est pour ça que j'ai mal cadré, premier degré. Non, je sais pas si j'ai bien cadré. C'est sûr que t'as mal cadré, t'étais trop concentré sur elle, j'ai vu. Regardez tous les bateaux chasseurs de crocodiles. C'est dans ces bateaux qu'on va chasser le croco. Théo, comment t'as trouvé les crocodiles? Sympathique. C'était sympathique, le cadrage est nul. Et toi, comment t'as trouvé les crocodiles? On a vu T'as 4-5 bien kiffé? Comment t'as trouvé les crocodiles, Clara? Ils étaient beaux. Ils étaient beaux les crocodiles. Ils étaient mignons. Des beaux crocodiles. Regarde, 10 € de tips, Théo. Tu veux laisser autant? Regarde, 10 balles. Moi, je pense que c'est eux-mêmes, ils ont mis le billet de 10. Pour faire crari à des gens, ils laissent autant d'argent. Bon, et moi, je suis rabat-joie. Franchement, j'ai trouvé que c'était un peu mid. Tu vois. Bah, genre en mode, on est là, on se balade. Bon, il y a un ou deux crocodiles. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une semaine au Mexique, on était en kayak à côté du crocodile. Au final, je trouve que le fait qu'on ait un bateau qui avance avec le vent, là, c'est un peu le truc emblématique des Everglades, là. Mais je trouve que, frère, bah finalement, le bateau, il fait plein de bruit. On les fait chier, les crocodiles, tu vois. C'est le dernier crocodile qu'on verra. Il est dans une cage, le pauvre miskin. On va caresser des serpents. On va caresser des serpents et des tortues. Bon, allez. Toi, t'aimes bien caresser les moi, je vais serpents. rien caresser Les du longs tout. serpents, Théo. Moi je vous laisse y aller et moi je vous surveille, je vous ramène à la maison. Après on a les mêmes devant la maison ça. Ouais, ça, on a vraiment les mêmes. Il y en avait un écrasé au bord de la route, c'est exactement le même. Ah bon, on a fait le même. Ouais, ça bouge de fou. Il y en a qui est sur le plan. Bah,
C'est vrai que ça y allait même à la maison. Vas-y Théo, touche-le toi aussi. Ouais. C'est vrai. Wesh, il marche, mais wesh. Ouais, c'est marche sur son. Il marche sur la gueule. Il est en train de shit. Alors critique comme moi je fais des blagues et... Ouais, mais elle a 21 ans, t'en as 28. Tu sais que même ma mère elle a regardé les vlogs et elle fait mais même là tu fais des blagues sur le caca. Parce que ça à un moment je dis je vais chercher Maël, il est en train de faire caca. Ouais, la daronne elle s'est dit peut-être en société il est un peu moins con. Et non. Aujourd'hui les gars c'est Mike Horn, on se retrouve en pleine nature pour aller toucher un serpent. Et voilà les gars, c'est comme ça qu'on touche un serpent. Yeah, he's an African cicada. C'est une texture. C'est trop bizarre la texture. Je m'attendais pas, ça fait comme les jouets. Yeah, not even close to half. Ah, j'ai touché. T'as la sensation, Mel? Sensation, je trouve que ça fait un peu genre. Pas du plastin. Un peu comme une corde. Caoutchouc. Ouais, caoutchouc, ouais, exactement. Prey, they can eat prey up to 3 times larger than their head. I've seen them eat eggs and you can see it. Yeah, they literally dislocate their jaw so the skin can stretch around. Yeah, and then once they're done, they just pop it right back in place. Yeah, super cool. Je m'attaque. Hello les gars, on se retrouve genre environ 3 jours après les crocodiles. Je me suis recalé sur un rythme de jour. Et là, je suis en direction du casino. Le bon vieux Seminole Hard Rock, il est là-bas les gars, regardez. Dans un quart d'heure, j'y suis. On va s'installer et on va faire une grosse session. J'ai ressorti mon porte-bonheur en plus. Allez, on se retrouve à table les gars. C'est parti les gars, c'est le début de session. On arrive au Seminole Hard Rock et on s'installe en 2,5 $ avec un stack de 1000 $. Donc le maximum qu'on puisse mettre à la table. Après seulement quelques mains qui me sont distribuées, j'ai même pas eu le temps de poser mes affaires, de me conditionner à me préparer à jouer ma session. Je trouve directement paire de rois en milieu de position. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Un récréatif expérimenté ou un recfish, ou vous appelez ça comme vous voulez, décide d'open 20 $ UTG. Et bon, bah, on trouve 2 rois, c'est ce qu'on est venu chercher. On décide de le 3-bet directement pour 75 $. Donc là, on est plutôt content. On se dit, bon, allez, on va voir ce qui se passe. Tout le monde fold et ça revient jusque lui. Mais que décide-t-il pas de faire? Tapis pour 1000 $ les gars. Donc là, vu que je viens de m'installer, je suis même pas encore chaud dans ma session. Je suis un peu sous le choc limite. C'est-à-dire que je l'ai un peu slow roll. J'ai attendu que la croupière compte son stack et me dise 1000 $. Du coup, je paye. Et là, le board vient 9, 2, dame. Donc là, autant vous dire que je serre les fesses. Il y a 2 trèfles. Il a l'as de trèfle. La turn est un valet de trèfle. Donc là, et le valet de cœur. Donc ouf, on gagne. C'était in extremis. On a eu très peur. Et on est déjà à plus 1000 $. Donc c'est magnifique. Allez, on se retrouve pour la deuxième main qui arrive quelques minutes après. Je trouve paire de 9 au cut-off, donc magnifique. On va open à 20 $ ici. Bouton et small blind décide de fold. Et un récréatif en big blind décide de me surrelancer pour 75 $. Donc là les gars, il faut savoir que la grosse blinde, je pense que c'est la position où la population 3 bet le moins. C'est la position la plus under 3 bet de l'univers. Donc là, il faut savoir que déjà avec paire de 9, ça sent pas très bon. Je me sens pas très frais. Maintenant ici, on n'est pas venu là pour fold paire de 9 pré-flop vs 1 3 bet. Donc je décide de call. Et là vient le pire board, roi dame 3 avec 2 cœurs. Et notre adversaire décide de c-bet pour moitié du pot, donc 75 $. Alors là les gars, déjà son c-bet il est trop cher. Je pense que ici il a tellement un avantage de range. En fait il a tous les rois forts, il a toutes les dames fortes. En fait il peut mettre pression à beaucoup de mes mains juste avec un petit c-bet 1 tiers. Donc je pense qu'il fait un peu trop cher. Et dans tous les cas, j'aurais fold, même VS 1 tiers. Mais ici, il me donne une raison de plus pour fold. Donc je rends mes cartes au croupier tranquillement et on passe à la suite. Quelques minutes après, je trouve 8 et 6 suités au cut-off. Donc là, les gars, vous allez me dire, normalement, il n'est pas censé avoir d'action. 8 et 6 suités au cut-off, c'est un fold pré-flop. Sauf que les gars, c'est là que je vais vous dire qu'il faut être vigilant à table. On joue en cash game live. Donc tout le monde fold et l'action arrive à moi. Je vois 8 et 6 de cœur. Et je me dis, qu'est-ce que s'apprête à faire le vieux monsieur à ma gauche? À ma gauche, j'ai un vieux monsieur. Souvent, les vieux monsieur, ils ne cachent pas l'action qu'ils vont faire. Donc, je vois que le monsieur à ma gauche, qui est au bouton, s'apprête à fold avant que je joue. Donc, je décide d'open parce qu'au final, je me retrouve à être comme au bouton. Parce que je sais que le bouton va fold. Donc, mon cutoff devient un bouton. Donc, je décide d'open 8 et 6 suités au bouton. Et malheureusement, la small blind décide
de me 3 bet. Alors ici, rien d'autre à faire que de fold sa main. Et on passe à la suite. Pour la main suivante, les amis, je retrouve Roi-Dame dépareillé UTG. Donc déjà, cette main, c'est pratiquement censé être un fold avec la structure de rec, même c'est censé être un fold, sauf que je suis là pour vous faire de l'action, et j'ai mon petit plan de limp re-raise qui est bien rodé, donc je décide de limper Roi-Dame UTG. Le vieux monsieur à ma gauche, UTG1, décide de overlimp. Et là, Cutoff décide d'open pour 15 $. Donc en plus, il est clairement en train de me dire, avec son sizing un peu rikiki, qu'il n'a pas une main très forte. Donc tout le monde fold et l'action revient à moi. Et je décide de suivre le plan en le surrelançant pour 75 $. Le vieux monsieur à ma gauche fold assez rapidement. Et Cutoff, qui avait open à 15 $, décide également de fold assez rapidement. Donc c'est un petit coup, mais encore une fois, c'est plutôt cool, les gars. Donc je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos d'avant. Soyez vigilants aussi au sizing tail parce que ça peut faire des différences d'argent plutôt considérables. Et là, hop, qu'est-ce qui se passe? Ça s'enchaîne. La main d'après, j'ai même pas le temps de couper le record, donc c'est parfait. Et je reçois directement Roi 9 suité en grosse blinde. Donc là, le vieux monsieur à ma gauche, qui est du coup UTG, décide de payer 5. Et on arrive jusqu'au hijack, donc le mec qui vient de me relancer 15 avant, qui fait 10. Donc qui a encore une fois un sizing tail. Cependant, cette fois-ci, Cutoff décide de compléter. Et Small Blind décide de compléter également. J'ai Roi 9 suité en grosse blinde et je me dis peut-être que j'ai un bon spot de squeeze, c'est même certain. Si j'envoie 100, je pense que ça va être assez dur pour tout le monde de payer. Je peux même peut-être sûrement faire un petit peu moins cher, mais là le but ici c'est de les faire fold en faisant un gros sizing. Mais vu que je viens de le limp re-raise à la main d'avant, j'avoue que j'ai décidé de just call. Je pense que c'est une petite erreur, mais c'est une question de dynamique aussi. Vu que je venais de le limp raise, je me dis bon, je vais pas trop abuser, mais je pense que c'est un leak mental parce que anyway, je pense que la personne qui se fait surrelancer 2 fois d'affilée va plus se dire que la deuxième fois, c'est une main forte. Bref, le vieux monsieur UTG décide de compléter, donc on est 5 dans ce coup, et le flop vient Dame 9-3 Rainbow. Ici, j'ai pas d'intérêt de reprendre le lead, donc je décide de checker, c'est ce que tout le monde fait également. Et là, la turn arrive un 3 qui n'ouvre aucun flush draw, small blind check, l'action est à moi, et ici, je vois beaucoup de tirages potentiels, du type Roi 10, Valet 10, Roi Valet, 10 et 8, ce genre de main, ou encore maintenant avec cette turn des mains comme As-4, As-5. Donc ici je décide de bet 30 $. Le vieux monsieur à ma gauche décide de fold et l'open raiser décide de call pour 30 $. Vient une river magnifique, on n'est plus que 2 et c'est un 9 de pique, donc il me donne brelan maintenant. J'ai quasiment le jeu max, ici tout a miss, donc je pense que ce qui est important les gars ici c'est d'avoir le réflexe de penser aux différentes options. Ici si je mise, effectivement il va payer des 9, il va payer des dames qui auraient pu avoir slow play au flop, mais ce genre de profil c'est pas le genre de profil que je m'attends à voir check une dame au flop. Donc maintenant le top de sa range ça va être des 9, des 5, des 3 et des miss draw. Et les miss draw en proportion représentent une part énorme de sa range. Donc je pense qu'ici c'est très important de prendre ça en compte et c'est ce que je fais pour choisir l'option de checker. Comme ça, de cette manière, je vais lui laisser bet ses 9x que je pourrais raise, je vais lui laisser bet ses straight draw et je vais lui laisser potentiellement bet des 5 ou des 3, même si bon potentiellement ça peut faire partie des mains qu'il déciderait de checker. Du coup, je suis mon plan, je check, et mon adversaire décide de bet 100 $, donc quasiment la taille du pot. Ici, je pense que j'ai pas grand chose à faire à part raise directement. Il a des mains comme 9 et 10, Valet 9, 9 et 8, et peut-être même 9 et 7. Donc, je bats quand même pas mal de mains. Maintenant, le fait est que j'ai pas non plus 100% d'équité tout le temps dans ce spot. Il y a toujours des mains qui peuvent me battre. 5-5 qui pourrait être assez intuitif de slow play à la turn. Et également As-9 qui pourrait toujours arriver là. Donc je décide de raise un sizing en fonction de mon équité. Ici je pense que j'ai quand même énormément d'équité, quelque chose comme 85-80% une fois que je suis payé. Donc je raise x 3,5, donc pour 350 $. Et là mon adversaire fold assez rapidement, donc j'imagine qu'il a mis son draw. Mini ellipse pour te dire que si tu kiffes le contenu, abonne-toi, active la cloche et lâche un pouce bleu, ça m'aide énormément frérot. Merci à toi, je te laisse avec la vidéo. Donc pour la 6e main de cette session, on se retrouve dans un pot un petit peu bizarre parce que y a un straddle au bouton et je suis holo jack avec Roi Valet off. Small blind décide de compléter les 10 $. Tout le monde fold jusque moi et je l'isole à 55 $.
Tout le monde fold jusqu'à la small blind qui décide de payer. Et là, le flop vient valet 7-3. Donc pourquoi ce spot il est bizarre? C'est que moi, à ce moment-là, je suis persuadé que small blind joue quelque chose comme $700, $800. Sauf que on va voir que c'est pas le cas. Mais vous allez comprendre. Donc le flop vient valet 7-3, donc là c'est magnifique, on a top pair. Ici, plusieurs actions pourraient être plutôt rationnelles, comme checker pour 2 barrels turn river parce qu'on n'estime pas avoir 3 streets de value, bet dès le flop pour checker à la turn et bet à la river parce qu'on estime également pas avoir 3 bêtes de value. Et si quand on est contre un adversaire très CS, on peut également décider potentiellement de mettre 3 barrels pour jouer les stack size ici. Moi, ce que je décide de faire, c'est de bet $75. À chaud, je pensais que c'était plus ou moins le sizing qui était théorique et j'avais pas trop d'idées de comment l'explo ici. Maintenant, je pense à froid que les mains qui vont payer 75 vont sûrement payer $90 par exemple. Donc j'ai l'impression que je fais peut-être un entre-deux entre un petit size pour lui faire payer beaucoup de mains et un gros size qui lui feront payer les mêmes mains que mon size à $75. Maintenant, j'aime quand même bien le sizing. En vrai de vrai, au moins je suis sûr qu'il fold pas un 7, des mains comme 8 et 9, 9 et 10, ce genre de combo. Donc ça me va. Small blind décide de payer. La turn est un 6 de cœur, donc voilà, c'est pas la plus belle. Ça fait entrer des mains comme 7 et 6, 4 et 5 qu'il pourra avoir. Et je pense que ça me conforte plus ou moins dans le plan de checker à la turn parce que je pense pas pouvoir tout lui mettre à la river avec ma simple top pair. Donc il check, je check également et là la turn est un roi de carreau. Donc en fait cette river me fait 2 paires max et ici mon adversaire décide de reprendre le lead pour $100, donc un tout petit peu plus qu'un tiers pot. Et ici maintenant je pense que j'ai largement suffisamment de value pour jouer le stack parce que je pense qu'il lui reste 500 derrière. Et je décide de faire tapis. Mais ce qui se passe, c'est que mon adversaire tank et décide de fold. Et en fait, derrière, après, et vous verrez, on peut zoomer, on voit pas les jetons à la river, on voit pas les jetons, mais en fait, il a une pile de jetons de $25. Donc en fait, il a $400 en plus que ce que je pensais. Donc en fait, je pense que je me full value cut. Maintenant, alors là, moi, j'aurais, s'il paye et qu'il gagne et que j'avais pas vu tous ces verts, j'aurais tapé un scandale parce que normalement, en live, c'est une règle de base. Il faut mettre ses jetons de grosse valeur devant. Et là, il les avait clairement cachés. C'était impossible pour moi de les voir. Surtout que pré-flop, il avait payé avec 2 petits jetons verts qui étaient sur le côté, comme si c'était tous ces jetons verts. Donc voilà, à froid du coup, en sachant son vrai stack size, je pense qu'il faut pas du tout mettre tapis, mais avec ce que je pensais des stack size, j'aime bien le fait de mettre tapis. On se retrouve pour cette 7e main, je retrouve un magnifique As-Roi off en big blind, notre adversaire Holo Jack décide d'open $20, c'est payé une fois par l'adversaire en small blind, et je décide de squeeze à $110. Tout le monde fold et on gagne ce petit pot. Quelques minutes après, je reviens d'une petite pause que j'ai pris, donc je suis au hijack et je décide de mettre un straddle pour pouvoir re-rentrer dans la partie. En effet, c'est soit il faut payer 7, donc le montant de la grosse blinde et de la petite blinde, soit on peut mettre un straddle à toutes les positions ici à Miami. Donc je décide de mettre un straddle. Bouton décide d'open 35, small blind décide de call, l'action se joue jusque moi, ils sont 2 dans le coup pour $35. Et j'ouvre un magnifique paire de dames. Que demande le peuple? Je reviens de pause, je mets un straddle et je trouve paire de dames. Un open, un call. Ici, pas d'autre décision que de relancer. Maintenant, la question c'est à quel montant j'ai envie de relancer. Ici, il y a déjà $85 au milieu. Donc, je pense qu'il faut que j'aille chercher plus ou moins 2 fois la taille du pot actuel. Et je décide de faire $160. L'open raiser au bouton décide de fold et small blind décide de payer. C'est un adversaire contre qui on a déjà joué plusieurs coups aujourd'hui, notamment la paire de 9 qu'il a décidé de 3 bêtes en big blind et de me ses bêtes et j'ai décidé de fold. Mais également un autre pot où malheureusement je l'ai pas record, donc je l'ai pas mis dans la session, mais où je lui ai fait un petit bluff et il m'a bluff catch. Donc le flop arrive 5-5-10. Ici je pense que c'est important de ses bêtes. Sa range elle est principalement organisée autour de pocket pair qu'il aurait pu flat vs l'open ou de Broadway.
type Dame Valet, Roi Dame, Roi Valet. Voilà, on a double bloqueur sur les dames, donc j'imagine que ça augmente un peu sa proportion de pocket pair et aussi de 10x potentiel avec des mains comme Roi 18T, Dame 18T, Valet 18T, As 18T, même si je m'attends assez peu à ce qu'il les paye pour ce sizing-là. Et du coup, dans l'optique de target les PP principalement, je décide de faire le sizing d'à peu près 40% pot avec un bet à $150, mais malheureusement notre adversaire gagne, mais c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on gagne ce petit pot à $360. On se retrouve maintenant en small blind et je trouve un magnifique Roi Valet dépareillé. Notre adversaire au hijack, un récréatif plutôt expérimenté qui a l'habitude de jouer, décide de limper. Je l'isole pour $35, big blind fold. Et cet homme qui a limpé décide de payer, donc on se retrouve à 2 sur un flop Roi 9-6 dépareillé. Ici, hors de position, je vais avoir une stratégie avec énormément de checks. Ici, je pense que j'ai une belle main pour garder dans ma range de check et pour la protéger, donc je décide de checker. Notre adversaire check également, et la turn arrive à un 8 de trèfle. Ici, je dois maintenant miser pour commencer à valoriser contre des mains comme 9 et 7, 8 et 7, 6 et 7, Valet 10, Dame 10, Dame Valet. Donc il y a pas mal de mains que j'estime pouvoir value en misant ici, même potentiellement des mains comme As-8, As-9, As-6. Donc il faut aller chercher un size plutôt big, notamment par le fait que j'ai delay en checkant au flop. Et je fais $50. Je pense que je peux faire un petit peu plus cher. Les mains qui vont payer 50 payeront sûrement 60 ou 65. Mais le sizing est plutôt ok. Malheureusement, notre adversaire décide de fold et on gagne ce petit pot à $125. On se retrouve maintenant pour la dernière main de cette session. Je suis en small blind, le même adversaire qui vient de limper exactement la même position, à savoir au hijack, sauf que cette fois-ci, bouton limp également, et je trouve un beau As-Valet dépareillé. Ici, je décide d'isoler encore une fois à $35. La big blind, qui est un monsieur assez âgé et plutôt tight sur le papier, décide de payer. Hijack paye également et bouton paye également. Donc on se retrouve à 4 sur un flop Roi 10-4 avec 2 carreaux, à savoir que j'ai l'As de trèfle et le Valet de carreau. Donc je bloque un petit peu des carreaux potentiels chez mes adversaires. Ici, pas d'intérêt de miser, je check, tous mes adversaires check également. Et la turn arrive un 9 de carreau. Alors là, c'est vraiment une carte intéressante parce qu'il faut savoir qu'à Miami, il y a des high-end. Ça veut dire que la personne qui fait la main la plus forte à chaque demi-heure remporte entre 100 et $1000. À ce moment-là, la high-end est à 500 €. Ça veut dire que une dame de carreau à la river me ferait gagner $500. Ici, pas d'intérêt de miser encore, j'ai rien du tout, j'espère juste que tout le monde va checker et que je pourrai voir une river en espérant que ça soit une dame de carreau. Tout le monde check, le plan se passe comme prévu, mais la river n'est pas celle qu'on attend, mais reste une très belle river vu que c'est l'As de cœur. Donc ici, sur l'As de cœur, maintenant, ce que je me dis, c'est que mes adversaires, il y a assez peu de chances qu'ils bêtent moins bien. Il y a même des potentielles fois où ils vont checker des mains comme As5, As6, As7, As8, ce genre de main. Donc à mon avis, c'est à moi de value par moi-même ici, et c'est ce que je décide de faire en faisant un poil plus cher qu'un tiers pot. J'aime bien mon sizing, les As vont payer, et potentiellement des mains comme des Rois X qui pourraient payer. Maintenant, je m'attends à ce que les Rois X bêtent souvent au flop ou à la turn, donc sait-on jamais, peut-être des plus petites paires qui pourraient essayer de hero call ce spot, même si ça me semble plutôt ambitieux. Finalement, tout le monde fold, et je gagne ce petit pot à $140 pour finir cette session. Bon les gars, avant de clôturer ce vlog numéro 6, je vais vous partager les résultats de mes 200 dernières heures de grind. Parce que là, je vous montre une session gagnante, mais les 200 dernières heures, elles sont dures. Je vais pas vous spoil tout le voyage de Miami. Mais ouais, les 200 dernières heures, ça se passe pas très bien. Ça a été un peu dur. J'ai eu des moments un petit peu de faiblesse, j'ai envie de dire. Des petites pertes de confiance dans mon jeu. Et voilà les gars, quand on se fait pas confiance dans notre jeu, on va commencer à plus s'écouter sur des spots qu'il faut prendre. Et on va des fois tilter sur des spots qu'il faut pas prendre, et c'est ce qui m'est arrivé ces dernières semaines, j'ai envie de dire. Donc voilà les gars, je vous montre les résultats. Donc voilà, là vous voyez les résultats sur genre les 200 dernières heures environ, un poil moins. Donc je suis à plus 2349 €. Donc ça fait un peu plus en dollars, mais mon application convertit tout seul en euros. Mais voilà, c'est pas ouf, et c'est après cette belle session que je viens de faire. Donc voilà les gars, il faut pas croire forcément tout ce que vous voyez sur des vlogs comme ça. Moi je peux vous montrer que des sessions gagnantes. Et oui, ça arrive, et forcément moi mes dernières sessions, des fois je me dis je vais filmer,
au bout de 15 minutes, je fais un spew de Golemon ultime parce que je suis pas en confiance, bah forcément je vais pas vous mettre la session. Enfin en fait c'est même pas que je vais pas vous la mettre parce que j'ai pas envie de vous la mettre, c'est que je vais pas vous la mettre parce que je la continue même pas. J'ai pas envie de filmer, je suis là, je suis en tilt, limite la session je l'ai courte, donc forcément elle apparaît pas. Mais bon, sur ce les gars, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain vlog. Bise.